Tac. Allez, c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Été oblige et Théo et Mathieu adorant prendre des vacances, on a dû adapter un petit peu le programme. Heureusement, je peux compter sur mon compère Nicolas Martin avec qui on vous a concocté un épisode exceptionnel puisque nous avons la chance de recevoir aujourd'hui deux des plus grands athlètes français du moment, Thomas Cardin et Vincent Bouillard, pour échanger ensemble sur leur masterclass à la Western States. Au programme, une discussion approfondie sur l'avant, le pendant et l'après-course sous l'œil expert de coach Nico. Nico, déjà, comment ça va ? Est-ce que tu t'es bien reposé après avoir couru partout lors du trail des passerelles de Monténard ? Je suis complètement cuit. Alors, j'ai pas fait de course sur le trail des passerelles, mais bon, j'ai fait une bonne journée de balisage le vendredi d'une trentaine de kilomètres. Et puis, le réveil à 2h du matin pour accompagner Jennifer sur la grande course a fini de m'achever. Mais bon, très heureux de participer à ce bel événement qui met à l'honneur nos paysages du Sud-Isère entre la Matésine et le Trièves. Une belle fête populaire, même si la météo ne nous a pas trop épargné cette année, entre menaces d'orage qui ont conduit à une annulation le samedi et puis une chaleur accablante, notamment dimanche après-midi. Et puis un immense merci à tous les bénévoles, on n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment les plus importants pour pouvoir que ces événements aient lieu. Et puis aussi à tous les participants qui renouvellent leur confiance ou découvrent la course chaque année. Donc c'est toujours une belle semaine qui est très intense, mais où on a beaucoup de plaisir à faire découvrir tous nos beaux sentiers de ces magnifiques territoires. Oui, très content aussi d'avoir pu revoir le Sylvain Cachard avec un dossard, lui qui a réalisé une très belle performance et qu'on a hâte de voir sur l'OCC. Allez, on va pouvoir accueillir nos invités, du coup Vincent et Thomas, qui sont deux athlètes qu'on a déjà reçus dans le LTQA. C'était à l'occasion de l'épisode 39 en mars, où l'on parlait déjà de leur quête de Golden Ticket. Et on avait très envie de les inviter tous les deux en même temps pour avoir leur retour, leurs réflexions et leurs analyses après ces magnifiques performances outre-Atlantique. Thomas, Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, comment ça va et est-ce que vous avez bien récupéré depuis votre retour en France ? Vas-y, Thomas. Allez, je commence. Pour ma part, tout va très bien. Donc, pas de bobo après la course. Ce qui est bien parce que ça me permet de me projeter sur mon prochain objectif qui est la CCC. J'ai quand même pris un bon coup derrière la tête avec le décalage horaire, plus la fatigue, je pense, cumulée entre le décalage horaire et la course. C'était bien dur et puis je fais encore des bonnes nuits de sommeil, bien mieux que ces derniers temps. Donc voilà, et puis j'ai repris l'entraînement il y a quelques jours, donc on va pouvoir remettre quelques séances spécifiques et puis repasser du temps en montagne, un peu plus de dénivelé pour les prochaines semaines qu'avant la Western. Vincent ? Ouais, ça va bien. Franchement, ouais, le voyage retour a été un peu mouvementé pour nous avec notre petite de 7 mois. C'est vrai que le décalage horaire, ça fait du mal à tout être normalement constitué, même adulte. Donc, pour un bébé de 7 mois, c'est pas facile. C'est vrai que ça avait été plutôt mieux sur le voyage aller. Et là, le retour, en plus, avec la vague de chaleur en habitant en centre-ville à Annecy, c'est vrai que on a passé un peu des nuits, quelques nuits compliquées, mais ça va. Non. Pas de bobo non plus, ce qui est un gros plus après un effort comme ça. Et puis on reprend tranquillement l'entraînement à vélo, en montagne, se faire plaisir surtout, et toujours être un peu dans la récup quand même. Est-ce que toi, tu te projettes déjà sur un prochain dossard ou comme Thomas ou pas du tout ? Non, j'ai rien de fixé pour l'instant. Très honnêtement, je m'étais rien fixé. Je vais vraiment tout miser sur cette western. Après, il y a d'autres possibilités au calendrier, mais très honnêtement, j'en sais rien pour l'instant. J'essaie de prendre les choses chaque jour, chaque chose en son temps et de voir un peu comment le corps y récupère, même plus sur le long terme, quoi. Alors, première question pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous rappeliez un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez fait de cette western un projet sur plusieurs années, un projet dans lequel vous avez des ambitions fortes et eu des ambitions fortes qui ont été très bien réalisées pour Vincent et cette année. Déjà, pourquoi la western ? Pourquoi cette course-là ? Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous et pourquoi elle est si importante à vos yeux ? Peut-être Vincent, toi qui as une histoire un peu plus importante. Ouais, c'est sûr que pour moi, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, en Californie pendant quelques années et on a encore avec ma compagne qui est originaire de Californie, on a de la famille là-bas qui habite à Sacramento, donc vraiment juste à côté de Auburn, qui est la ville d'arrivée de la Western States. Et puis on a beaucoup d'amis aussi qui sont sur la côte ouest, notamment aux États-Unis, et des amis aussi dans le trail. On est
pote très proche avec Jessica Abrazo, Jim Wansley, et forcément d'avoir notamment suivi Jim dans son parcours d'année en année avec la Western States, c'est vraiment partie de l'histoire de cette course. C'est plusieurs raisons pour lesquelles, pour moi, c'était un peu un objectif qui me faisait envie et qui me faisait très très peur aussi pendant pas mal d'années. Donc c'est plusieurs raisons qui fait que c'est assez excitant de mettre ça comme objectif et d'essayer d'écrire un plan pour y arriver. Juste peut-être par rapport à l'UTMB, est-ce qu'elle avait une valeur et est-ce qu'elle a une saveur encore plus particulière, ou en tant que Français mais qui a habité aux États-Unis, tu situes ça comment? Ouais, c'est sûr qu'il y a en fait il y a un parallèle parce que moi, donc j'ai grandi à Annecy, donc l'UTMB c'est pas juste à côté mais presque. Enfin, c'est vraiment pas loin. Et et ouais, la Western State c'est un peu c'est en anglais on dit home away from home, c'est la maison aussi quoi. C'est un peu la course à domicile par adoption. Donc ça avait aussi cette saveur particulière. Après, est-ce que j'ai besoin de comparer les deux? Voilà, j'ai eu la chance de vivre deux journées, enfin deux courses incroyables sur ces deux événements. Euh, Ça me va de les considérer deux expériences géniales, quoi, sans savoir laquelle était mieux. Un petit rebond. T'avais déjà pris part en tant que pacer, par exemple pour Jim ou d'autres coureurs sur la course durant tes années où t'habitais en Californie, ou pas du tout? Ouais, j'avais été une seule fois en 2021. J'avais aidé en partie dans l'assistance de Jim, pas en pacer, mais à aider sur certains points de ravitaillement. Et c'est la seule fois où j'y étais allé avant l'an dernier, ma première tentative. Toi, Thomas, est-ce que peut-être l'expérience de Vincent ou l'expérience d'autres Français qui ont pu se rendre sur la Western, ça t'a motivé à un jour te dire que tu allais la faire? Où c'est que tu as trouvé, toi, les motivations de préparer ce projet Western? Moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai jamais habité aux États-Unis, mais c'est vrai que quand j'ai découvert le trail, j'ai découvert le trail à travers deux prismes un peu. Il y avait tout ce qui se passait autour de l'équipe de France qui me fascinait, et puis il y avait tout ce qui se passait autour du trail aux États-Unis, parce que en fait j'avais un copain qui était fan de trail aux États-Unis. Du coup, très rapidement, enfin voilà, je me suis intéressé à des choses comme tu vois, par exemple le FKT, Rim to Rim, des choses comme ça, et puis des courses aux États-Unis avec des figures qui étaient assez emblématiques. Longtemps, j'ai couru avec une gourde à la main, je pense par imitation, tu vois, des choses comme ça. Et puis, on peut pas faire tout en même temps. J'ai fait une belle partie de ma carrière sportive sur des distances plus courtes et puis en jouant beaucoup le jeu fédéral, équipe de France, championnat d'Europe et du monde. Et l'année dernière, quand j'ai voulu changer d'un peu d'orientation ma carrière, parce que voilà, pour plein de raisons, et de me tourner vers l'ultra, c'est vrai que c'est une course qui est venue assez naturellement, qui m'est venue assez naturellement en tête. Et c'est vrai que, en fait, voilà, maintenant, ça fait à peu près un an que j'en parle. Je me rappelle au stage équipe de France qu'on avait vécu en début septembre, avant les championnats du monde, bah, j'en parlais déjà à Vincent. Voilà, comme un projet un peu lointain. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est une course qui m'a fasciné et que bah, Vincent a eu la chance de construire tout un beau projet autour de ça et j'aimerais bien vivre des expériences similaires, même si cette première expérience m'a quand même déjà bien comblé. On en reparlera peut-être après, mais rapidement, est-ce que la course a su répondre à tes attentes? Est-ce que tu avais des grosses attentes, peut-être au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère de la course? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu y as trouvé ce que tu prévoyais d'y trouver? Je suis allé un peu sans préjugé initial. Vraiment le cœur du voyage pour moi, c'était pas c'était d'abord le voyage que j'allais vivre moi pendant la course, qui était vraiment une grande première pour ma part, de faire un 100 miles. Et après, tout le reste, c'était que du bonus. Ce que j'en retiens, c'est quand même l'atmosphère autour de cette course qui est quand même vraiment différente de ce qu'on peut vivre en Europe dans les trails avec beaucoup moins de participants, beaucoup plus de spectateurs et puis des gens extrêmement investis, passionnés de trail qui sont tout autour, qui gravitent autour de la course. Ça m'a vraiment impressionné. Et puis pour moi aussi, j'ai été marqué par les paysages extrêmement sauvages. Voilà, on a
on part de Olympique Valley et en fait, en 160 km, on croise que quelques maisons finalement avant d'arriver à Auburn en ville. Et la dernière chose qui m'a marqué, c'était tous ces athlètes avec qui j'ai pu courir au moins la première partie jusqu'à Escarpment. Après, j'ai fait mon petit chemin tout seul, mais voilà, j'ai que des grands noms de la discipline avec qui j'avais jamais couru. Voilà, j'ai pu courir pendant 1 heure avec Kilian, avec Zach Miller, avec Adam Peterman et puis avec Jim un peu. Bon, avec beaucoup de gens, j'ai partagé des miles et c'est vrai que c'était une expérience assez forte pour moi qui suis nouveau dans l'ultra trail. Thomas, je reste avec toi. Tu as connu un apprentissage de l'ultra assez express, si on peut dire, avec ton premier format de plus de 100 km à Chianti en mars, l'ultra des coursières en course de préparation en mai, et donc la Western fin juin. Rapidement, ça a été quoi les gros facteurs et les gros leviers d'adaptation que tu as activés pour pouvoir être prêt et performant, surtout dès le début de ta nouvelle carrière, on peut dire, sur plus de 100 km? Il n'y a pas eu énormément de changements à l'entraînement. Il y a eu énormément de réflexion. Vraiment, ça a été un travail beaucoup plus intellectuel que physique, je pense. Intellectuel parce qu'il a fallu tout repenser dans l'entraînement, mais dans la façon de s'entraîner, même si après le cœur d'entraînement n'a pas beaucoup changé, le nombre d'heures n'a pas beaucoup changé, mais surtout dans la façon d'aborder les courses, en termes de gestion d'efforts, de nutrition, d'hydratation, tout ça. Voilà, j'ai été obligé de beaucoup réfléchir et pour la Western aussi, la gestion de la chaleur. Donc un travail intellectuel qui a été extrêmement stimulant, très intéressant pour moi. Voilà, c'était hyper cool de réfléchir, de faire des plans, de se renseigner, de rencontrer, appeler des gens qui connaissaient, qui avaient de l'expérience pour voilà acquérir le plus de connaissances sur le sujet. Et puis après, voilà, on a réduit quand même un peu les intensités depuis ma prépa à Chianti en début d'année pour augmenter un peu les sorties longues. Mais voilà, j'ai surtout découvert qu'on n'était pas obligé de toujours se faire mal à l'entraînement. C'était vraiment un truc un peu nouveau avec des sorties longues, mais un peu plus douces, quoi, qui étaient plus dans le plaisir et dans voilà dans la facilité. J'ai plus découvert ça. Et puis après, la transition s'est fait assez naturellement. Et après, en course, j'ai surtout, en ce moment, j'ai jamais pris les choses en main dans une course. J'ai surtout voilà, suivi, beaucoup écouté mes sensations, beaucoup suivi ce que faisaient les autres, adapter mon allure à celle des gens plus expérimentés. Voilà, je suis encore en phase d'apprentissage. J'ai fait 3 ultras, mais c'est pas, pour moi, j'ai encore rien vu de ce que c'était l'ultra, je pense. J'ai une petite question plus pour toi, Vincent. On rappelle pour nos auditeurs qui connaîtraient peut-être pas et qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, mais on rappelle que c'est une course à laquelle il est assez dur de participer puisqu'il faut obtenir soit un golden ticket, soit avoir fait top 10 de l'année d'avant. Toi, de ton côté, Vincent, comment tu perçois le fait de potentiellement, tu aurais pu peut-être ne pas participer à cette course, hein, parce qu'on rappelle, à Chianti, t'es arrivé 3e, donc si Andreas avait décidé de prendre le Golden, t'aurais peut-être pas été au départ. Comment t'as géré ça? Parce que j'ai entendu que t'avais dit que voilà, t'avais pas forcément mis tout en place pour être à ton top au niveau de Chianti. Comment tu perçois aussi la participation à cette course? Parce que c'est effectivement presque aussi dur d'être au départ. Et puis qu'est-ce que tu as fait un petit peu entre Chianti et puis la Western pour essayer d'être à ton top sur cette course-là, parce que on a vraiment l'impression que tu sais très bien gérer ce pic de forme et d'être à ton top le jour J quand ça compte vraiment. Ouais, j'aimerais bien pouvoir être que ça soit aussi limpide et facile, mais ouais, non, c'est pas. En fait, c'est un des apprentissages de l'an dernier, c'est que ce qui m'a la raison principale qui m'a contraint à arrêter l'an dernier, c'est les problèmes digestifs et le fait que j'arrivais pas à m'alimenter en course, mais il y a eu plein d'autres enseignements. Et un de ces enseignements, c'est que j'ai eu la sensation d'être en forme presque entre guillemets trop en forme à Chianti. Alors après, avec le recul, j'ai bon, c'est ce qu'il fallait pour aller chercher l'étiquette, mais en fait, j'ai eu du mal, en tout cas, l'observation, c'est que j'ai eu du mal à récupérer de l'effort qu'avait demandé Chianti pour me sentir en pleine possession de mes moyens pour vraiment le gros de la prépa western en avril-mai. Et je voulais essayer, donc cette année, depuis l'an dernier, je travaille avec un coach, Mario Freoli, et on voulait essayer moi, je lui avais effectué la demande de essayer de moins courir pendant l'hiver pour faire le pari de faire un peu le service minimum avant Chianti.
Après, je fais quand même, ouais, je crois, plus de 100 bancs de semaine tout l'hiver. Hein, c'est pas rien du tout. Enfin, mais proportionnellement, je voulais essayer d'en faire un peu moins pour avoir, j'espérais en tout cas, plus de fraîcheur une fois le Golden Ticket en poche. Mais comme tu dis, moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce format de qualification et c'est ce qui fait le succès de la Western, c'est que de par le système de qualif, c'est très compétitif chaque année, et donc ça veut dire que c'est déjà très dur d'arriver sur la ligne de départ. Donc ouais, c'était un peu un pari. Bon, faut que je paye une bière à Andreas la prochaine fois que je le vois. Ouais, non, mais moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que parfois, bah, des lignes de palmarès, entre guillemets, elles tiennent à des petits détails Ouais, c'est franchement. et que c'est un beau résumé aussi un peu de la vie, de savoir saisir les opportunités. Voilà, tu t'es dit, je construis ma prépa pour essayer d'être au top fin juin du côté de la Western et t'as pris un peu des risques en étant peut-être un tout petit peu moins fort à Chianti, mais finalement, bah, ça a payé puisque t'es reparti avec la victoire du côté de la Western. Donc c'est aussi un enseignement je pense que moi, avec du recul dans ma carrière, j'ai trop voulu être parfois fort sur des courses qui étaient un peu secondaires des courses de sélection, ce genre de choses. Alors bien sûr, c'est important de se sélectionner, mais finalement, bon, entre passer à la dernière place de la sélection et puis faire une médaille sur un championnat du monde ou gagner la course de sélection puis passer un peu à travers de ces mondiaux, bah c'est quand même mieux dans le premier sens, quoi. Je rebondis un petit peu sur la question, mais c'est vrai que cette année, ça dépend un peu des années, mais cette année, il y avait quand même beaucoup de... Dans le top 10, finalement, on était nombreux à avoir notre Golden Ticket un peu au dernier moment. Tu vois, il y a Vincent, il y a moi, et puis après Zach et Adam qui font juste derrière moi. Ils ont ici leur Golden Ticket 2 semaines après moi. C'est pas toutes les années pareil. Voilà, je me demandais un peu au départ si courir, parce que François Den avait réagi sur ce sujet-là en début d'année sur voilà, les courses qui commençaient toujours plus tôt, et il fallait voilà, se qualifier pour certaines courses, etc. Il réagissait sur le fait que l'hiver était moins respecté il y a quelques années. Et voilà, moi aussi, ça m'intriguait de savoir si ces courses de qualif assez tôt dans la saison ben, allaient nous faire pêcher. Et finalement, cette année, ça a pas montré, voilà, ça a montré l'inverse, c'est-à-dire que ceux qui se sont qualifiés en dernier ont finalement presque fait les meilleurs résultats. Bon, si on exclut Francesco et Ryan qui étaient très forts. Vous rejoignez assez bien finalement sur le fait de prendre assez peu de dossards. Toi, Vincent, c'est quand même assez criant le fait que tu prennes assez peu de dossards. Tu le disais aussi en interview d'avant-course, il me semble, que tu tenais pas particulièrement à faire des courses de préparation, notamment dans le mois précédent la Western. Finalement, ça a quand même plutôt bien payé. On a pu voir des athlètes qui, peut-être à contre-exemple d'un François Oden, qui lui aussi prenait assez peu de dossards sur Ultra, des athlètes qui sont un petit peu brûlés les ailes à vouloir prendre trop de dossards. Pao Capel en est un exemple assez marquant. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Peut-être, Vincent, revenir sur cet aspect de limiter le nombre de dossards pour rester frais mentalement, frais physiquement et en fait cultiver cette envie cette faim dès qu'il y a un dossard qui arrive, quoi. Ouais, ouais, pour moi, c'est vraiment le mettre un dossard, ça veut dire que c'est la compète, quoi. Donc, j'arrive vraiment pas, je pense, à mettre un dossard et en mode, ah, j'ai mon plan, c'est comme un entraînement, je vais respecter. Dans ce cas-là, bah, je vais faire une sortie dans le Sénos tout seul, ça me dérange pas, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, je pense que ça vient aussi du fait que j'adore l'entraînement. Alors, ça veut pas dire qu'il y a jamais de lassitude et de besoin de changer ou quoi, mais ce que j'aime bien, enfin, Thomas l'évoquait tout à l'heure en disant que dans l'ultra, c'est des sorties longues qui font un peu moins mal, c'est des allures où on se met pas dans le mal tout de suite, mais c'est plus ben, déjà sur la durée en général, en tout cas certaines sorties, au bout d'un moment, ça devient dur quand même. Et puis c'est surtout l'addition de toutes ces sorties qui font la différence. Et c'est vrai que ouais, en vrai, c'est à la fois parce que j'en ai ressens pas le besoin, et aussi c'est par en réalité et contrainte d'emploi du temps où j'ai pas forcément envie de entre guillemets sacrifier un week-end à dire ok là on va faire cette course c'est juste entre guillemets juste pour l'entraînement quoi. Si je mets une course au calendrier, honnêtement c'est parce que cette course elle me fait envie et que oui ça peut-être s'insérer dans un schéma qui est à plus long terme, mais si on revient même sur Chianti, ok c'est facile pour moi de dire avec le recul ouais mon but c'était d'arriver un point enfant. N'empêche que le jour de la course je donne tout, je n'y vais pas en mode je vais en garder un peu sous le pied, je dis non, j'y vais le couteau entre les dents et je donne absolument tout quoi. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il y a une meilleure manière à adopter ou mais en tout cas c'est ce qui me convient quoi pour essayer de garder
vraiment cette excitation, ce côté vraiment spécial de week-end de course, c'est week-end de course. Thomas, peut-être ton retour là-dessus? Oui, moi je pense que je rejoins Vincent sur quelque chose, c'est que, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps. Moi, je suis quand même un amoureux de l'entraînement. Euh, Ce que j'aime dans mon sport et dans le fait de faire du sport à haut niveau aujourd'hui, c'est de pouvoir m'entraîner tous les jours et que chaque jour soit un petit défi en lui-même. C'est vraiment ce qui me permet de me transcender et d'être bien dans ma peau. La compétition, c'est quelque chose d'exceptionnel et un peu, voilà, chaque course est unique. Pour ma part, j'ai quand même là enchaîné Chianti avec les coursières et avec la western. Ça faisait 3 dossards assez rapprochés. Euh, voilà, c'était dans une démarche d'apprentissage, donc j'ai mis 3 fois, enfin, en 4 mois, j'ai fait 3 fois plus de 100 km. Il y avait une démarche d'apprentissage plus que de compétition. Et c'est quelque chose que je reproduirai pas à l'avenir parce que voilà, la performance est un peu limitée quand on enchaîne les longues distances comme ça, pour ma part. En tout cas, j'ai l'impression. Et puis pour moi aussi, avec mon coach Philippe, on a vraiment identifié le fait que la fraîcheur physique était beaucoup plus importante que toutes les courses de prépa ou tous les entraînements hyper intenses. Voilà, j'ai un niveau physique assez stable au cours de l'année. On fait du spécifique pour préparer et puis après, il faut beaucoup de fraîcheur le jour J pour que la course elle soit excellente. Et donc voilà, ça c'est juste quelque chose qu'on a identifié depuis longtemps avec Philippe et qu'on essaye de mettre en place dès qu'il y a un gros objectif. Peut-être revenir rapidement sur les spécificités de la western. Quand on connaît pas le terrain, on se pose quand même beaucoup de questions sur est-ce que ça se court partout, est-ce qu'à des moments vous marchez, comment, à partir de quel moment il fait chaud. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu de l'intérieur justement comment ça se passe. On a eu pas mal de petites questions là sur Instagram, sur le canal YouTube X de gens qui se questionnent concrètement sur le terrain comment ça se passe. Thomas, t'as marché dans la première bosse, j'ai vu. Ouais, j'ai marché dans la première bosse. Dans la première bosse, donc ça s'appelle Immigrant Pass, le col des immigrants là. Il y a la dernière portion, enfin l'avant-dernière portion de ce col-là, qui s'appelle Escarpment. Et en fait, c'est un grand talus qui fait, je sais pas, 100 mètres de dénivelé à peu près, et qui est vraiment très raide. Pour ma part, c'était le tout début de course. On était un groupe soudé avec vraiment les meilleurs. J'ai marché parce que je me suis dit que je n'avais pas l'occasion de marcher souvent. Voilà, et puis de toute façon, la vitesse de marche équivalait à celle du mini-tro, donc il n'y avait pas de. Et puis moi, j'ai marché une deuxième fois dans la course lors du premier canyon vers le kilomètre 65. Voilà, j'ai eu vraiment un coup de moins bien à ce moment-là. J'avais très très mal aux pieds et le soleil commençait à taper. Voilà, j'ai marché à plusieurs portions sur ce deuxième canyon au kilomètre 60, et puis après, en fait, la machine s'est relancée, et puis j'ai plus jamais marché jusqu'à l'arrivée. Donc peut-être un tout petit peu dans la dernière bosse, quand c'était un peu raide vraiment à 3-4 km de l'arrivée. Mais sinon, oui, ça se court tout le temps, cette western. Elles sont là finalement les 20 minutes alors. Ah, Vincent a marché, je l'ai vu. J'ai marqué aussi. Je sais pas si c'est le même canyon que celui dont Thomas parlait, mais on t'a eu en direct à ce moment-là. Je crois que t'étais 4 à ce moment-là. Il y avait Hans Royer, après il y avait un duo Francesco et Jim. Et c'est vrai que toi t'étais derrière. On a vu que t'as fait quelques mètres en marchant. Et là je me suis dit, ah oui, il y a quand même des endroits, c'est vraiment raide quoi. Ouais, Dans ce canyon là. c'était la montée des Villes, moi. Je sais pas toi si. Cette montée-là, c'est la montée de Devil's Thumb, donc Ouais, le premier, c'est le premier passage du Grand Canyon. Et en fait, la difficulté, c'est puisque si tu la prends juste séparée de tout, et en gros, à peu près, il y a 500 mètres de dénive à 20% de moyenne. Alors, grosso modo, c'est un peu plus, et il y a des passages forcément plus raides que d'autres. Je dis, bon, oui, ça se court, tu vois, si tu fais ça comme ça à l'entraînement. Sauf que on s'est tapé, bon, déjà la descente qui est un peu plus longue, donc la même chose en descente. Et avant d'entamer cette descente plus raide, on a un semi-marathon à 4-5% de pente de descente sur du très très roulant. Et ça, c'est à partir du kilomètre 50. Du coup, en fait, sur l'organisme, tu as fait une cumulation de choses qui, mécaniquement, tu commences à vraiment accuser le coup et t'enchaînes cette descente et après tu montes et du coup tu sollicites des chaînes musculaires que tu n'as pas utilisées depuis un moment. Et ouais, je sais pas ce que t'en as pensé Thomas, mais d'un coup tu as l'impression que ça monte bien quoi.
alors que sur le papier, c'est pas non plus monstrueux. De l'extérieur, moi, je me suis quand même dit, c'est un mur. Hein. Tu vois, aux images, on se rendait compte que, ouais, quand même, là, c'est pas un petit truc roulant. Il y a quand même des vrais. Enfin, le premier col, je connaissais, je m'étais dit, bah, ça, c'est vraiment la montagne. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même d'autres endroits où, ouais, c'est quand même dur, quoi. Bon, c'est une bosse des Templiers, tu vois. Aux Templiers, on se dit pas non plus, c'est juste une petite bosselette, quoi. Ouais, si tu compares à une bosse des Templiers, ouais, c'est comme la première bosse des Templiers, tu vois ça. Tu peux la courir, mais tu vois, moi j'étais à ce moment-là, devant moi il y avait Zach et Anthony Costales, et derrière moi il y avait Adam. On était quatre, on se voyait tous dans les virages, et moi j'ai alterné marche-course avec pas mal de marches là où les autres ont couru. Et finalement, à la fin, tu vois, Anthony, il était cuit au sommet parce qu'il avait tout couru, alors qu'il avait l'air vachement bien avant. Pour moi, ce qui était très dur, c'était vraiment, ces deux canyons sont vraiment compliqués, et tant les montées que les descentes. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Vincent, toi, mais moi, j'avais pas du tout, je connaissais pas, j'avais pas repéré cette partie du parcours-là. Et les descentes sont techniques pour ces deux canyons, assez raides avec pas mal de cailloux. Il faut pas partir à la faute. Et pour moi, c'était très très dur dans la tête à ce moment-là parce que j'avais du mal à savoir quelle allure il fallait courir, puisque voilà, je voyais les autres, mais j'étais en proximité de personne. J'avais l'impression de pas avancer parce que voilà, c'était dur en descente, dur en montée. Je me disais, mais en fait là, je suis en train de complètement exploser. Et en fait, c'est le pace que tout le monde a. Il est un peu réduit sur cette portion. Et voilà, après coup, je me suis dit, j'ai pas trop mal fait les choses, mais sur le moment, c'était un peu dur. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr que pour moi, c'est la section qui est la plus dure, mais c'est aussi la plus belle du parcours, quoi, parce que c'est cette descente sur Swinging Bridge, là, dans le premier canyon, elle est vraiment superbe. Mais effectivement, c'est des chemins où on n'est plus dans la haute montagne, mais par contre, ça reste, comme tu dis, c'est piégeux. Il y a des cailloux, il y a des racines, c'est des virages à 180 sans cesse. Et puis, ouais, il y a une pente qui est changeante. Il y a des moments où c'est assez raide. Donc ouais, en fait c'est ce changement de type de foulée qui fait que c'est au fur et à mesure de la course ça devient dur. Euh, et après c'est vrai que enfin on n'a pas parlé de la première section, je sais pas ce que tu en as pensé aussi Thomas, mais ouais il y a des passages où quand même on est en montagne, c'est un single, mais il y a des passages où, voilà faut c'est pas un billard de bout en bout quoi, ça reste c'est un chemin et il y a des moments où l'année dernière, d'ailleurs, j'étais tombé un moment dans cette première section. Il y a une section de 6 km qui vont changer à partir de l'an prochain et qui là va devenir beaucoup plus roulante puisque là c'est une zone très protégée, donc ils n'ont même pas le droit de débroussailler quoi que ce soit. Donc on voit à peine où on voit les pieds, on passe dans des ruisseaux et trucs, ça va changer. Mais ouais, c'est un parcours qui, même si dans l'ensemble en moyenne est très roulant, ça reste assez complet quoi. Il y a des zones qui sont changeantes. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que moi, j'ai dit au tout début, j'ai été marqué par le fait que c'était très sauvage. Et en fait, sur les photos, on voit beaucoup de photos de cette western, des vidéos, etc. Et on voit les athlètes courir sur des pistes en terre battue, voilà, bien rouge et tout. Et en fait, ça, c'est extrêmement minoritaire dans la course. Et c'est là où j'ai été assez surpris quand je suis arrivé une semaine avant la course et que j'ai repéré les 60 derniers kilomètres. Voilà, c'était une très belle course parce que 95% du temps, tu es sur du single, du monotrace et du monotrace joueur, tu vois, c'est pas tout droit, tout plat. Non, c'est globalement descendant, le profil, mais il y a tout le temps, il faut être extrêmement concentré et voilà, c'est une course qui est très dure aussi dans la tête parce qu'il faut toujours être vigilant où tu mets le pied sans qu'il y ait des gros pierriers, etc. Mais il y a toujours un petit truc qui traîne, un virage, un petit buisson qui te cache le prochain appui. Et voilà, que ça soit au début ou sur la fin enfin aussi sur les parties fin sur la descente par exemple vers la rivière aussi, c'est magnifique et monotrace, très sauvage. C'est vraiment une ambiance très particulière hein, qu'on connaît peu en France, je trouve. On a même vu, j'ai vu un moment des images de Marianne Hogan qui a fait troisième de la course féminine, qui avait des bâtons. Alors je sais pas si elle les a beaucoup utilisés, mais moi c'était la première fois que je voyais ça sur une western personnellement. Oui, c'est autorisé, les bâtons. D'accord, c'est la première fois que c'est autorisé sur la course. Ouais, c'est la première année. Ok, tu sais pourquoi, Vincent? En fait, il y a beaucoup de régulations beaucoup de règles qui limitent l'utilisation de ces chemins pour des restrictions liées à la protection de l'environnement. Et il y a en fait, la communauté qui organise la course est impliquée tout au long de l'année et la majeure partie des heures de volontariat qu'ils font, c'est pour entretenir le chemin.
Et en faisant ça, ils ont aussi un peu plus de levier pour négocier certaines règles vis-à-vis des institutions publiques et ou privées sur certaines sections qui gèrent la protection de ces espaces. Et donc, ouais, ils ont pu négocier à dire, OK, c'est contrôlé, on va s'assurer que, je sais pas, il n'y a pas de destruction abusive ou d'utilisation abusive ou quoi. Mais c'était, en tout cas, jusqu'à l'an dernier, c'était interdit pour des causes de protection des chemins. Vous avez parlé du parcours. Comment concrètement vous êtes préparé spécifiquement à cette western? Parce que là, comme ça, dans mon cerveau, je me dis, mais une course très courable sur des grandes pistes, même s'il y a beaucoup de monotraces, quand on habite, alors là, toi, Vincent Annecy, Thomas à Chambéry, est-ce que c'est facile de trouver du terrain spécifique? Est-ce que vous avez réussi à vous entraîner spécifiquement à cette course-là? Et la preuve que oui, avec les résultats. Mais est-ce que ça a été facile, cette préparation spécifique ou pas? Ouais, moi, je pense que, faudrait que je compte, mais je pense que je dois être à 99% de mes entraînements dans le Semnose, Ouais. au-dessus de ici. Donc, c'est d'abord par proximité et optimisation de l'emploi du temps, hein, mais en vrai, je trouve que on a quand même une variété de chemins dans la région, en étant à Annecy, où on peut aller dans voilà, montagne plus technique, ou alors du plus roulant. Et après, je suis aussi d'avis que, c'est pas parce que, enfin, tu peux, à moins d'habiter sur le lieu de la course et de t'entraîner que sur le parcours, forcément, tu fais des ajustements et dire, c'est pas grave de faire du plus technique et de s'entraîner à, voilà, avoir, je sais pas, des réflexes et être alerte et avoir du pied sur des chemins plus techniques. Après, si ça allait moins, bon, bah, tant mieux, ça paraît plus facile, voilà. Mais je pense que, ouais, amener de la variété et constamment un peu changer, c'est ça qui est important. Mais puis après, c'est plus sur le type de dénivelé et l'enchaînement de dénivelé, quoi. Donc, et moi, j'ai réussi à tracer des bons parcours dans le Semnose, justement, à simuler un peu les descentes montées dans les canyons. C'était pas mal. Ouais, parce que tu vois, tu parlais du semi faux plat descendant 4-5%. On imagine qu'au niveau biomécanique, c'est quelque chose qu'il faut préparer, Ouais. faut être prêt pour ça. Donc, Bah, Semnose, la route, il y a 16 bornes. Ouais. voilà. De l'extérieur, je suis jamais allé à Western, mais pour bien connaître le massif du Semnoz, je me dis plutôt bon massif, quoi. Il y a des choses où tu peux faire du faux plat descendant, et puis, enfin, si tu restes un peu sur la crête ou la route, t'as du faux plat descendant. Si tu vas sur les côtés, t'as sûrement un peu plus ces canyons, du raid, où tu peux faire des enchaînements de descente raid un peu techniques et remonter dans du raid. Non, je pense qu'en vrai, enfin, on a souvent cette idée qu'ailleurs, pour s'entraîner, c'est toujours mieux. Moi, j'ai quand même pas mal voyagé et quand même, quand je reviens chez moi, je me dis, en vrai, chez moi, c'est hyper cool pour s'entraîner, quoi, parce que tu peux un peu tout faire. Et puis bon, comme je dis toujours, quand t'as 1 kilomètre de plat, tu peux faire une infinité de plats. Alors que c'est plus dur des fois, monter 1000 mètres d'un coup ou 10 fois 100 mètres, c'est pas exactement pareil. Alors que si tu fais 100 fois 1 kilomètre en aller-retour, bon, bah, c'est un peu moins fun que 100 kilomètres sur une piste cyclable et tout, mais ça reste un peu le même stimuli, quoi. Ouais, peut-être Thomas, t'as dû te creuser la tête, toi, ou non, ça allait? Non, pareil, moi j'habite pas au pied du Semnose, mais derrière chez moi il y a le massif de l'Épine et puis les contreforts de la Chartreuse. Et moi c'est ouais 80, peut-être pas 99%, mais 95% du temps je le passe là. Parce que voilà, pareil que Vincent, les contraintes d'emploi du temps font que bah, pour moi c'est plus facile de partir de la maison et de choisir le moment où je vais courir et que j'ai pas du tout, j'ai vraiment une grosse flemme de prendre un moyen de transport avant de courir. Du coup, ouais, le massif de l'Épine, c'est aussi un massif plutôt roulant, agréable et tout. Il y a un petit bémol, mais Vincent m'avait bien prévenu avant la course. Voilà, moi je pense que j'ai pas travaillé assez spécifiquement les portions de descente. Je pense que on peut faire un peu mieux que ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai été embêté par par des petits soucis juste dans les dernières semaines avant la course, donc. Voilà, aux pieds et aux genoux. Du coup, j'ai fait ce que j'ai pu en descente pendant l'entraînement, mais je pense que ça peut être perfectionné. Et c'est vrai que ces portions de faux plats descendants, elles sont hyper importantes à travailler à l'entraînement. Je reste avec toi, Thomas, juste pour parler un peu plus de la spécificité de la course, mais tu m'as aussi dit, je t'ai eu en off, que l'altitude aussi
On connaît tous la chaleur, c'est réputé pour ça, mais aussi l'altitude. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Vincent, tu as évoqué au début que t'étais un peu resté là-bas quelques temps. C'est un impact quand même important, parce que j'ai regardé, il y a quand même quasiment 60 kilomètres qui se déroulent jamais en dessous de 1800 mètres sur la première partie de la course. C'est peut-être sous-estimé de l'extérieur, j'en avais jamais trop entendu parler moi de l'altitude, et finalement c'est un paramètre quand même. Ouais, du coup, ouais, je t'en ai parlé, Nico, en off, mais le premier qui m'en a parlé, c'est Mathieu Blanchard qui m'avait vraiment parlé de ce. On parle beaucoup de la chaleur autour de la Western et du coup de l'acclimatation chaleur, mais peu de l'altitude. Et Mathieu m'avait dit que lui, ça l'avait vraiment impacté l'année où il avait fait la course. Et du coup, j'étais au courant, mais malheureusement, avec les contraintes familiales, bon, professionnelles, etc., moi, j'avais pas la possibilité d'aller m'entraîner en altitude, ni de faire une acclimatation en altitude. Donc, je me suis concentré sur la chaleur. Et autant la première montée s'est plutôt bien passée, je pense, dans l'adrénaline, autant moi, c'était pas les 60, mais plutôt les 50 premiers kilomètres ont été difficiles. Et c'est là où j'ai en fait tout doucement lâché la tête de course, pas par choix, mais un peu j'ai un peu subi toutes les petites montées finalement là où on a besoin de faire un effort physio et j'ai dû laisser partir le bon groupe qui était constitué avec Jim, Vincent, Francesco. Un peu bon voilà, c'était aussi ça rejoignait un peu ma stratégie de course, mais voilà, c'était un peu plus subi que choisi parce que justement j'étais très essoufflé, j'arrivais pas bien à monter comme d'habitude sur ces 50 premiers kilomètres. Voilà, mais une fois que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à monter comme d'habitude et que j'étais essoufflé, j'ai vite fait le rapprochement avec tout ce que j'avais écouté de la part de Mathieu, de François et de Ludo, tous ceux qui m'avaient parlé avant. Je me suis dit bon c'est l'altitude, on va laisser passer. De toute façon ça correspond à ta stratégie de course et puis il faudra être fort sur la fin et c'est ce que j'ai essayé de faire. Du coup moi j'ai vraiment voilà une des clés pour l'année prochaine parce que je vais y retourner à cette western, ça sera vraiment de travailler au moins de faire une acclimatation à l'altitude pour moins subir ce premier tiers de course. Vincent, toi, ton ressenti un peu? Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne observation. Et moi, je pense que l'an dernier, bah, un peu comme tu me l'avais dit, par contrainte, je m'étais dit, bon, bah, l'altitude, je vais faire comme s'il n'y en avait pas. Alors que clairement, voilà, le premier tiers de course, le gros premier tiers, il se fait dans une zone qui est non négligeable. Et en fait, surtout, l'autre facteur, c'est que il y a une armada d'Américains sur la ligne de départ et les trailers américains, ils habitent tous à plus de 2000 mètres. Donc, il y a quelques exceptions, mais il y a plus de, voilà, il y a plus de régions dans la géographie du pays où on peut habiter en altitude et s'y entraîner, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et clairement, c'est beaucoup plus difficile, surtout en sortie d'hiver. Donc ouais, cette année, j'ai essayé. En vrai, c'est pareil, j'avais pas du tout moyen de mettre en place un protocole ou d'aller habiter en altitude. Du coup, j'ai essayé vraiment de redoubler d'efforts sur la prépa chaleur parce qu'il y a quand même des bénéfices juste en capacité aérobique, capacité musculaire. Euh, et après, on a aussi organisé notre voyage pour arriver sur place presque 2 semaines avant. On fait 12 jours avant la course, arriver sur le lieu du départ à Olympic Valley. Donc ça coïncidait avec le début de la période de décharge. Donc c'était pas, il y avait pas une charge d'entraînement qui était énorme, mais c'était plus essayer d'avoir une courte période un peu d'acclimatation avant le jour du départ. Et clairement, je me suis beaucoup mieux senti. Alors après, j'avais pas le même entraînement et tout. Tous les autres paramètres étaient pas isolés par rapport à l'an dernier. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup moins subi et j'ai pas eu la sensation de ressentir trop l'altitude sur la première petite partie. La tente hypoxique, ça a jamais été une option. Je crois que Thomas, l'an dernier, pour préparer les mondiaux, t'avais fait une petite prépa en tente hypoxique, non? Je l'ai à la maison. C'est la tente époxy de Ludo. Elle est dans mon garage. Voilà. Et elle est dans mon garage depuis un an. Je l'ai jamais utilisée, jamais montée. Là, je me demandais si je n'allais pas essayer de la mettre, mais bon, voilà, c'est encore un stade de projet. Ouais, en ce moment, c'est pas évident avec les Ouais, périodes avec les chaudes, chaleurs. la tente. J'en ai une aussi, je l'ai prêtée à Théo Bourgeois qui en a fait, et qui a fait 2 semaines et demie et qui, après, il y a eu la vague de chaleur à Annecy, m'a dit, bah, j'ai enlevé la tente parce que, en fait, bon, à un moment donné, c'est bien de rajouter des stress, mais si tu dors plus, c'est pas très,
bénéfique. Juste, on reste avec Vincent et on va faire appel à sa partie un peu plus ingénieur que. Nico, je te Ouais. coupe, désolé, comme ça on reste sur la chaleur, on n'oublie pas, parce qu'on a beaucoup parlé ici en France du fait que il faisait moins chaud à Auburn qu'à Chamonix. Est-ce que c'était véritablement le cas? Est-ce que la météo était vraiment favorable? On estime que oui. Est-ce que ça a sûrement été même le facteur principal des performances? Nico, tu me l'as noté dans le petit document. Il y a 5 des 10 meilleurs chronos de l'histoire qui ont été réalisés cette année et 7 des 10 meilleurs chronos féminins de l'histoire qui ont été réalisés aussi cette année. Est-ce que vous conjuguez ça, enfin, est-ce que vous mettez ça sur le dos un petit peu de la météo? Il y a aussi la densité, bien sûr, qui a joué. Comment vous percevez ça, vous? Ouais, moi je pense que clairement je crois que c'est la troisième année la plus froide entre guillemets, parce qu'il faisait quand même un ressenti pas froid. Mais oui, clairement ça joue et je pense que ça a notamment joué sur en fait, le dernier tiers de course où le fait qu'il fasse moins froid, moins chaud, pardon, euh, permet à plus d'athlètes d'aller un peu plus loin dans l'effort, de pousser un peu plus la machine. Alors que normalement, je pense que tout le monde est plus limité et juste lutte en mode plus survie parce que là, en fait, on le voit même sans aller faire un 100 miles courant, hein, mais quand on est en période de canicule, tout est beaucoup plus dur. Là, je sais pas, il fait 30 degrés dans mon appart. Bon, ben, juste, je sais pas, descendre dans les escaliers, aller chercher un truc ou quoi, c'est compliqué. Ben, en course, c'est un peu pareil. Et pousser des extrêmes, c'est aussi la même chose. Donc ouais, je pense qu'on a eu des conditions météo statistiquement très très peu probables et ça a clairement participé. Et c'est juste de dire aussi que la densité dans les pelotons féminins comme masculins est l'autre élément qui fait qu'on s'est poussé pour aller chercher ces temps-là. Du coup, j'avais une autre hypothèse, moi, et on va rester avec toi, Vincent, ton côté plus ingé. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des matériaux sur le genre de course assez roulante? Ça a peut-être un peu plus d'impact que ce que ça peut avoir sur une course comme l'UTMB ou des ultras encore plus montagneux. Tu penses que ça a vraiment évolué ces dernières années ou enfin, toi qui as connu ça en travaillant depuis des années chez Oka, comment Ouais, tu le perçois? ouais, bah dans les changements dans les chaussures, hein, c'est sûr que depuis quelques années, on voit des évolutions voilà, sur la route, sur la piste, il y a des records qui sont dans tous les sens. Je pense que moi, mon avis là-dessus, c'est que ça change d'abord et surtout les capacités de récupération au quotidien, ce qui fait que tout le monde est capable de s'entraîner plus et de récupérer mieux. Et c'est ça d'abord qui fait que les performances augmentent. Euh, Surtout en fait quand on parle de trail, parce que quand c'est un environnement qui est très uniforme, très facile à modéliser comme la route ou la piste, on peut se dire que ok là il y a une répétabilité dans le type de foulée, etc. Mais en trail il y a tellement de variables que en vrai si vous regardez des vidéos de ma foulée à la fin, c'est horrible. On a tous des foulées qui sont éclatées, on est tous en hyper pronation dans tous les sens. Du coup, oui, ça aide aussi, mais je veux dire, mon avis, c'est que la chaussure fait pas non plus une différence monstrueuse. C'est presque impossible à quantifier, en tout cas. Et je pense que la différence, elle se fait plus au quotidien dans le fait qu'on a plus de protection à l'impact et du coup, on a une meilleure capacité d'enchaînement dans l'entraînement. Ouais. C'est que mon Ouais, avis. ouais, non, mais je suis assez d'accord, hein. Avant, les volumes qu'on voit passer aujourd'hui, quand t'avais rien sous la semelle, je pense que t'avais trois personnes qui arrivaient et tous les autres ils étaient pétés et forcément peut-être que ceux qui arrivaient ils avaient cette tolérance là mais moins de capacité physio donc bon ok ils passaient ça mais ils couraient pas forcément hyper vite et qu'aujourd'hui ça a ouvert de toute façon on le voit alors c'est beaucoup plus cadré mais sur le marathon avant il y avait une vraie difficulté à transiter de la piste au marathon aujourd'hui on a des athlètes en une prépa ils arrivent à transiter et il y a alors bien sûr c'est toujours dur à isoler parce qu'il y a plein d'éléments la nutrition a progressé mais clairement enfin, quand t'as mis moi, j'essaye de pas toujours m'entraîner avec ces nouvelles mousses parce que je trouve que tu perds un peu du pied, ce genre de choses. Et quand tu passes d'une ancienne chaussure, entre guillemets, à une chaussure qui a les nouvelles mousses, moi, les gens qui me disent ça fait rien, j'ai juste envie de leur dire, bah, les gars, faut en mettre et courir, quoi, parce que, le ressenti, quand même, il est clair et net, quoi. Justement, Thomas, toi, ton avis sur les chaussures, et c'était une de mes questions aussi. Est-ce que vous courez tout le temps avec ces chaussures-là? Moi, je me fais un peu la même réflexion que Nico. J'essaie de continuer à varier pour continuer aussi à avoir un petit peu le placebo mental, même si c'est pas que du placebo, de se dire quand je mets les super shoes, je vais plus vite et je vais être plus fort. Toi, c'est quoi ton ressenti, Thomas?
Moi, j'ai un ressenti. J'ai vraiment des coups de cœur pour certaines chaussures, qu'elles aient ou pas une plaque carbone. Bon, elles ont toutes des super mousses maintenant aujourd'hui, mais voilà, qu'elles aient ou pas une plaque carbone. Et, euh, et même sur route, moi, voilà, il y a certaines chaussures sans plaque que j'emmène quasiment aussi vite que des chaussures avec plaque, donc parce que je dois pas avoir une foulée extraordinaire faite pour courir à plat. Euh, Personnellement, j'ai fait pas mal de tests là, avec Keeprun sur des tapis, avec plein de chaussures, plein de façons de modéliser. Et voilà, et les résultats montraient que des fois, une chaussure légère était parfois peut-être plus efficace, en tout cas sur des tests assez courts une chaussure à plaque. Voilà, après sur du long terme, c'est sûr que ça protège beaucoup. Sur une course de 160, eh ben, t'as moins de casse musculaire et ça permet d'aller plus vite, plus longtemps. Moi, l'entraînement, personnellement, je change de chaussures tous les jours et histoire de jamais avoir les mêmes sollicitations sur le pied et sur le corps. Et j'ai toujours fait ça. J'ai la chance d'avoir un nombre de chaussures important. Du coup, voilà, je change selon mes envies, la nature de l'entraînement et j'essaie de jamais habituer le corps à une seule contrainte. Voilà, après, pour la prépa western, je courais avec un prototype et du coup, il a fallu que je m'assure qu'il soit adapté. J'ai pas mal couru avec lui, avec ce prototype-là pour essayer de voir si ça tenait la longue distance et comment réagissaient mon corps et mes pieds aussi à cette nouvelle chaussure. Donc voilà, j'ai plus utilisé de lame carbone que d'habitude, mais sinon voilà, j'utilise très parcimonieusement parce que aussi j'ai l'impression que sur les tendons et sur tout ce qui est tendineux chaîne postérieure, voilà, il y a une contrainte qui est plus importante avec les lames carbone et voilà, quand on est sur le fil au niveau de l'entraînement, on essaie de pas se blesser. Bah voilà, il y a des choix de chaussures qui permettent aussi ça, c'est très personnel, hein. J'ai l'impression que je me fais moins mal quand j'utilise moins les plaques. On va pouvoir passer un petit peu plus à ce qui s'est passé pendant la course, même si on l'a déjà un petit peu évoqué. Vincent, je commence par toi. Tu disais en interview avant le départ que tu voulais exécuter le plan comme prévu. Je sais pas si le plan c'était de courir 13h46, mais en tout cas, a priori, le plan s'est bien exécuté. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'était quoi le plan du coup, le départ? Le plan, en vrai, c'est presque impossible de prévoir comment les chronos, quelle va être l'addition à la fin, puisque ça dépend de trop de facteurs. Euh, Même si, voilà, j'essaie toujours forcément, on a une estimation pour prévoir le plan de nutrition. Euh, mais non, en disant ça, c'est surtout, gérer ma course et faire une course pleine pour, pas trop extrapoler aux premières baisses de sensations ou au contraire, si les sensations vont bien, c'était trop tôt, quoi. C'était essayer tout en étant au contact et on va dire agressif dans le sens d'accepter d'être dans la course. Je voulais essayer d'être patient et attentiste, quoi. Je voulais vraiment, ouais, je pense que j'ai encore énormément à apprendre sur l'ultra et peut-être que je cherche encore ouais, quel est vraiment le rythme qui me convient bien. Et sur cette course, j'ai eu l'impression d'avoir peut-être plus de lucidité à constamment réévaluer est-ce que j'étais dans ce rythme, est-ce que j'étais au-dessus, en dessous, et essayer d'être un peu constamment ouais, à checker où j'en étais, quoi. Donc, c'était un peu ça l'idée de respecter le plan plutôt que de dire j'avais prévu de faire exactement ce chrono, quoi. Je rebondis parce que c'est un peu ce que j'ai perçu moi de l'extérieur, ce côté où t'étais là, comme tu le dis, au contact. J'imagine que tu rêvais de gagner, donc bon, pour gagner, il faut pas partir 15e. T'es obligé d'être un peu au contact, mais j'avais vraiment, tu vois, je me fais cette réflexion, je me disais, Vincent, il se dit, le seul moment où ça a une importance, la place réellement, c'est sur le stade d'Auburn, quoi. Et du coup, on a vraiment eu cette impression, quand ça s'excitait un peu devant, que certains voulaient pas laisser filer vraiment le premier, que tu étais en mode, bon, vas-y, moi, je reste dans mon pace, et puis on verra bien. Bon, ça, c'est un truc, de toute façon, sur ces courses-là, à un moment donné, si t'es censé gagner, tu reviens devant, quoi. C'est pas trop des courses à Ouais. la bataille qui se jouent à la seconde près non plus, quoi. Après, j'ajouterais que ça serait beau de te dire que je gérais de bout en bout et que c'était volontairement que je laisse partir. Il y a un moment aussi où, quand on parlait de Devil ou d'autres montées, j'ai pas le moteur, quoi. Clairement, quand Jim il accélère pour revenir sur Rance à Robinson Flat, je le vois partir. Je dis ouais, mais là, c'est un peu volontairement que je reste dans mon rythme, mais aussi
j'ai pas exactement le même moteur pour juste accélérer comme ça et dire ça y est, on est revenu sur lui, quoi. Donc je pense que c'est un peu un mix des deux. Ouais. Justement, est-ce que les Américains, ils se sont pas tirés une petite balle dans le pied, notamment Hans, qu'on a vu très offensif, qui avait annoncé avant la course, c'était soit je vais au bout, soit je finis pas. Est-ce qu'ils ont peut-être manqué de lucidité, manqué de patience? On a vu aussi Jim partir assez fort et lui aussi qui avait annoncé avant la course avec grande ambition que si tout se passait bien, il pourrait battre son record. C'est peut-être là aussi que la course s'est jouée sur l'aspect mental. Physiologiquement, vous avez des niveaux peut-être relativement similaires, mais le facteur mental et patience a peut-être fait une belle différence. Toi, comment tu vois ça? Enfin, Vincent, vas-y peut-être. Ouais, alors c'est différent dans les deux cas que vous citez, parce que Jim, il avait malheureusement une blessure qui l'embête depuis un moment, et c'est son genou qui l'a contraint à l'abandon. Et je pense qu'il a un peu plus d'expérience que Hans, qui est plus nouveau dans ces distances-là. Après, c'est vrai que voilà, Hans, il avait annoncé qu'il voulait être très agressif dans sa stratégie de course. Il a tenu parole et il a été un énorme contributeur au chrono, je pense, au final, parce que c'est lui qui allume les premières mèches dès l'escarpment. Il est parti sur des bases vraiment, vraiment élevées. Ouais, bon, ben, c'est dommage, voilà, c'est dommage pour lui. Je pense que c'est aussi grâce à des athlètes comme ça qu'on voit des avancées dans le sport, quoi. Avant lui, Jim il s'est cassé les dents sur la Western et sur l'UTMB avant d'y arriver. Et voilà, faut pas. Enfin, moi j'aime bien aussi cette approche à dire il tente le coup, ça marche pas. Bon, bah, il essaiera plus tard et puis on verra, quoi. Et est-ce qu'à un moment, c'était une de mes questions, le facteur justement adversité, compétition, il rentre en jeu? À quel moment, si c'est le cas, à quel moment il rentre en jeu? Et comment vous vous adaptez à ça? On imagine que voilà, sur le premier tiers de course, il faut savoir rester calme, patient. Mais à un moment, c'est de la compétition et il faut être capable de rentrer au fight j'imagine qu'à peut-être à la mi-course, vous commencez déjà à demander les écarts, savoir où vous en êtes. Comment vous avez adapté votre stratégie peut-être aux autres à un moment pendant la course? Pour ma part, ça a été très longtemps après le début de course, hein, et voilà, j'avais aucune certitude sur ma capacité à finir la course de prime abord. Moi, j'avais deux objectifs, c'était finir et puis essayer de rentrer dans le top 10. C'était mes deux objectifs de cette année. Et donc pendant très longtemps, j'ai toujours dès les premières foulées, j'ai été dans le top 10. Donc voilà, c'était l'objectif secondaire était là. Et après, il a fallu se concentrer sur finir. Donc voilà, je vous ai dit pendant les 50 premiers kilomètres, j'ai quand même pas mal subi l'altitude et du coup, bah j'ai été un peu contraint de laisser filer malgré le fait que ça allait pas si vite que ça par rapport à ce que je pense être capable de faire. Donc voilà, et je me suis retrouvé ensuite, quand l'altitude diminuait un peu à partir du kilomètre 50-60, dans un très bon groupe, extrêmement bien accompagné avec Adam Peterman et Zach Miller. Et voilà, et je suis resté, en fait, ils m'ont servi de pacer. Voilà, après, j'ai été très honnête avec eux, hein, je leur ai expliqué que voilà, j'allais me calquer sur leur allure parce que c'est deux athlètes extrêmement expérimentés et aussi extrêmement sympathiques. Du coup, on a pas mal discuté pendant la course. Et voilà, et j'aurais dit, moi, je suis pas sûr de finir. Donc, ma meilleure stratégie pour finir bien, bah, c'est de rester à votre allure, rester sur votre pace parce que vous allez bien. Et donc ça a duré longtemps, hein, de kilomètre du coup 60 jusqu'au kilomètre, même en fait même dès le début de course, mais jusqu'au kilomètre 120. Et quand presque on était arrivé à la rivière. Et à ce moment-là, en fait, on était 5, 6 et 7 avec Adam et Zach. On courait ensemble depuis très longtemps et on a doublé Hans qui était sur le bord du sentier en train de vomir. Et là, du coup, on passait 4, 5, 6. Et ça faisait plusieurs kilomètres où je me sentais vraiment plus fort que mes deux partenaires de course là. J'allais un peu plus vite, voilà. Je les rattrapais quand je prenais un peu de retard sur les ravitaux, etc. Et puis devant, c'était annoncé que c'était Vincent et du coup, voilà, il était annoncé à 7 minutes. J'ai fait des petits calculs dans ma tête. Je me suis dit bon bah je suis bien. On est au kilomètre 120, c'est le moment. Et donc au kilomètre 120, voilà, j'ai perdu le mode contrôle et je me suis mis dans le mode compétition à essayer de grappiller les secondes les unes après les autres. Et devant, tout s'est bouleversé pendant les places de devant, mais voilà, au kilomètre 140, j'étais plus qu'à 4 minutes 30 de Ryan, et puis après, voilà, la fatigue est revenue. Voilà, j'ai très mal aux pieds, bien mal aux cuisses aussi.
et j'ai plus réussi à tenir l'allure que j'avais. Peut-être que l'effort avait été trop violent aussi sur les 20 kilomètres d'avant. Et donc là, bah, voilà, c'était le mode survie jusqu'à la fin, jusqu'à Auburn, en essayant de tenir une place respectable. Donc, tu vois, moi, le mode compète avec les écarts, etc., je m'en suis pas du tout occupé avant le kilomètre 120. Et c'est sûrement pour cette raison que voilà, je fais pas une meilleure place. Parce que pendant très longtemps, j'étais en mode bah, finir plutôt qu'essayer de performer, quoi. Toi, Vincent, est-ce que le plan que tu as suivi à la lettre a fait que naturellement tu t'es retrouvé devant et t'es allé gagner la course, ou est-ce qu'à un moment, effectivement, ce facteur adversité, il t'a aidé? Non, je pense que ça aide indéniablement. Je disais, c'est un des facteurs c'est le facteur avec la météo qui a fait qu'on a allé vers ces performances, qu'il y a une densité qui continue d'augmenter chaque année sur cette épreuve. Je crois que sur le top 10 féminin, ici en 1 heure, ce qui est du jamais vu sur la Western, c'est génial de voir ça. Et ouais, les écarts pour nous, bah, ça fait que je peux pas vraiment relâcher la pression, quoi. Thomas, je dois dire que j'ai entendu de plusieurs Américains à quel point ils étaient impressionnés par ta lucidité. Alors dire ça pendant la course, pendant qu'eux, ils étaient en mode aussi en mode survie. Et toi, tu leur disais Ouais, que j'étais dans le contrôle, j'étais dans le contrôle. Un peu comme Chianti au non, départ, mais sauf plus longtemps. j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine quand tu vas lâcher le contrôle. Ah bah, l'année prochaine, j'aurai plus de confiance. Non, mais non, franchement, pour moi, je pense que j'essaye de plus en plus de développer un peu cet aspect compétition. C'est une des raisons pour laquelle je suis retourné sur le cross encore cet hiver, c'est d'essayer de revenir un peu à cet instinct de, OK, il y a quelqu'un à aller chercher devant. À un moment, on s'en fout du chrono, on y va. Je pense que dans la course, il y a eu un déclic au moment où, juste après Forest Hill, donc un peu après le kilomètre 100, Ryan Montgomery, il revient sur moi. Donc, moi, j'étais 3, donc on est 3 et 4 à ce moment-là. Et en fait, bah, Ryan, c'est un gars que je connais au moins interposé et ensuite depuis pas mal de temps. Et j'étais super content de voir qu'il avait une course incroyable. Et au moment où il me passe, je lui dis, va aller chercher devant. On va les chercher devant, ils sont pas loin. Et en fait, je pense que le fait que de dire ça à voix haute, ça m'a aussi fait prendre en compte, dire, ouais, mais ok, j'ai mal partout et tout, mais finalement, c'est bon, quoi, ça va pas si mal, je peux y aller. Et ouais, je pense que là, après, du coup, j'ai repassé Ryan, un peu après, c'est là où j'ai doublé Hans qui marchait, et puis j'ai commencé à avoir les infos d'écart sur Francesco, et j'ai compris que je gagnais du terrain sur lui, quoi. Donc c'est vrai, quoi, il y a un peu après je pense qu'il y a à la fois l'aspect compétitif qui se renforce, et moi, il y a vraiment ce côté de dire, mais on est tous sur des bases qui sont quand même phénoménales. Et moi, je sens que je peux aller au bout. Et en fait, là, je commençais à faire des maths un peu dans la tête, à dire, mais là, dans le pire du pire des scénarios, si je cours à 10 à l'heure jusqu'à l'arrivée, je finis en 14-10. Et bon, bah, franchement, c'est pas pire, quoi. Et du coup, vraiment, ça m'a mis malgré la douleur et tout, ça m'a mis vraiment dans un état mental super positif à me dire c'est que des gars que j'admire et que j'apprécie vraiment avec qui je me bats et du coup bah, que le meilleur gagne quoi, c'est vraiment je vais essayer de tout donner mais ça va être une belle course et c'est un beau spectacle et ça c'est cool. Juste une petite question, parce que j'avoue, j'avais pas trop suivi la fin de la course, que c'est dans la nuit du côté de la France. T'as doublé Francesco à quel kilométrage? J'ai même pas c'est difficile parce que c'est au milieu de la forêt dans des virages qui se retournent tous mais en gros il restait 20 bornes, un poil moins de 20 bornes, donc kilomètre 140 à peu près, ouais. C'est entre les ravitaillements de ALT et Quarry Road. On va malheureusement devoir accélérer parce qu'on va devoir vous libérer. On pourrait parler encore bien longtemps. Peut-être d'un point de vue émotionnel, moi j'aimerais bien savoir ce que vous en avez retiré de cette belle course, de cette expérience. Vincent, on t'a vu à l'arrivée hyper expressif. Enfin, l'arrivée, elle est vraiment magnifique. C'est assez rare finalement de te voir aussi expressif. Il y a que peut-être le sport qui peut se procurer autant d'émotions. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu, toi, comment tu as vécu de l'intérieur, d'un point de vue émotionnel, cette arrivée. Alors, pour avoir eu mon premier enfant il y a 7 mois, il n'y a pas que le sport qui peut procurer ces émotions. En le disant, je me disais, ouais, il y a peut-être autre chose quand même. Bah, j'ai failli rebondir, j'ai dit, mais les autres moments, il n'y a pas forcément des caméras, quoi. Ouais, c'est ça, il n'y a pas toujours de caméras et des photographes autour. Non, non, après,
Non, bah c'est sûr que pour moi, voilà, on disait au début de discussion, c'est une course qui compte sur plusieurs aspects et ben un peu aussi comme à l'UTMB, c'est un moment où qui était partagé avec plein d'amis proches, avec plein de membres de notre famille. Moi, j'ai plein de belles familles qui est là-bas. Euh, et ouais, ben c'est sûr que le moment d'arriver, c'est un toute petite goutte d'eau dans toutes les heures et les mois de préparation, mais c'est un moment où on lâche un peu tout et ouais, puis ça fait mal, quoi. Donc, au moment où on arrive, c'est aussi. Non, non, c'est sûr que c'est spécial. Donc ouais, je pense que j'étais évidemment très, très, très heureux. Et puis, ouais, en voyant le chrono aussi, en sachant, en connaissant un peu l'histoire de la course, c'est dingue, quoi. Donc, non, non, c'est un moment spécial, c'est sûr. Je reste avec toi, Vincent, parce qu'on va peut-être garder Thomas 5 minutes de plus. Justement, la naissance de l'enfant, on imagine que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie, dans ton organisation. Est-ce que pour toi, ça rend la victoire encore plus belle et le chrono encore plus beau en sachant que tu avais ce paramètre-là qui était nouveau pour toi? J'allais faire une blague en disant que pour l'instant, à 7 mois, elles sont contre-fou de la course. Elle peut-être, mais pas toi. Non, 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 nous, c'est sûr que. En fait, déjà, Thomas, t'es au niveau 2 parce que. Oui. Je lui poserai la question après. Mais non, bah, en fait, c'est sûr que c'est nouveau et ça change le sens des priorités et la manière dont on construit l'agenda au quotidien. Mais avec Camilla, ma compagne, on a abordé cette étape presque de la même manière dont on aborde notre relation et notre vie ensemble, c'est en essayant de garder vraiment la communication la plus ouverte possible sur qu'est-ce qu'on met dans l'ordre des priorités, comment est-ce qu'on veut organiser le temps pour aller vers ces priorités. Et là-dedans, préparer un 100 miles, ça demande énormément de sacrifices, ça demande énormément de temps. Et donc, ça demande à ce qu'on en discute à l'avance et qu'on s'accorde sur à peu près les tenants et les aboutissants, quoi. Au moment où je dois partir sur une sortie longue de 6-7 heures, c'est pas une surprise pour personne et à la fois pour être fair play vis-à-vis de mon entourage familial d'abord et aussi pour être serein là-dessus psychologiquement. Parce que sinon, j'ai vite tendance c'est-à-dire à culpabiliser et à remettre en question le fait de prendre autant de temps pour moi, pour l'entraînement. Et donc pour moi, ouais, ça reste, en fait, c'est une étape de plus, c'est clairement un grand pas d'avoir un bébé à la maison, mais ouais, c'est aussi, c'est beaucoup d'organisation et de questions de priorité, quoi. Dernière petite question, Vincent, avant qu'on te laisse. Toi qui connais bien le trail aux US, est-ce que tu penses qu'on pourrait s'inspirer en Europe, ou en tout cas de quoi on pourrait s'inspirer en Europe d'un point de vue peut-être organisationnel, au niveau ambiance, au niveau peut-être inclusivité aussi? C'est un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais qu'est-ce que tu pourrais importer peut-être des États-Unis en France? Qu'est-ce que... C'est une question intéressante. En fait, c'est difficile d'y répondre parce que le sport, on n'est vraiment pas aux mêmes étapes de notoriété, dans le sens où en France, maintenant, on a des médias généralistes qui parlent de trail, la semaine de l'UTMB, même voilà, les chaînes d'infos ou quoi, ils en parlent. Aux États-Unis, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment encore un sport qui est très, très, très niche par rapport à l'échelle du pays, qui fait 330 millions d'habitants. L'autre grosse différence, c'est que les contraintes d'organisation de courses sont beaucoup plus strictes aux États-Unis, on parlait des protections de l'environnement plutôt. Souvent, c'est un des éléments qui fait que les organisateurs sont très très limités sur le nombre de participants. Donc la Western, c'en est une, il y a moins de 400 personnes. Et ça, c'est le cas pour la grande majorité des courses. Du coup, les contraintes sont pas les mêmes. C'est comme si les règles du jeu étaient très, très différentes. Euh, euh, Là-dedans, qu'est-ce qu'on peut apprendre nous? Je pense que c'est le côté qui reste ce qu'on appelle des fois ici course de village, quoi. Mais il y en a plein aussi en France. C'est savoir reconnaître que, je sais pas, Nico, tu disais tout à l'heure que c'est super de d'abord explorer ce qu'il y a autour de ses choix, de chez soi, et se dire que peut-être la course du coin, elle a énormément de beauté à partager parce qu'il y a une équipe de passionnés qui organise ça et qui donne de son temps. Et finalement, la Western States, elle rayonne à l'international du fait de l'histoire et des athlètes qui y ont couru. Mais c'est toujours une équipe de passionnés et de plein de manières, c'est une course de village, quoi. Donc c'est ça, je trouve, qui est intéressant, un peu ce paradoxe de dire que toujours plus gros, c'est pas toujours mieux, quoi, en termes de taille,
de participation. Merci beaucoup Vincent, on te laisse t'échapper. Merci beaucoup pour ton temps, c'était un vrai plaisir de t'avoir une nouvelle fois dans le podcast et on espère te dire à très bientôt. Ouais, avec plaisir. Merci pour l'invite. Salut. Salut Vincent. Salut Vincent, à bientôt. Allez Thomas, on va te garder 5 petites minutes. Pour la fin de J'ai oublié course. toutes les questions, j'ai oublié toutes les questions que tu as posées, donc Oui, il faut mais recommencer. on va peut-être pas toutes les refaire, mais allez, on va rester sur la question sur le fait d'être papa. Toi, tu as 2 filles, si je me trompe pas. J'ai une fille et un fils. Une fille, un fils. Tu t'as fait de cette western un projet familial. Tu vas sûrement du coup les emmener l'année prochaine. Toi, comment justement tu arrives à rythmer un petit peu ta vie d'athlète avec cette partie papa et qu'est-ce que ça a concrètement changé dans ta vie de sportif, dans ton quotidien? En fait, je partage beaucoup de choses qu'a dit Vincent. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de sujets, mais aussi sur l'aspect de jouer sur plusieurs plateaux pour trouver le bon équilibre entre vie de famille, vie professionnelle et puis aussi vie sportive. Et la vie familiale rentre en ligne de compte là-dedans. Et aujourd'hui, je pense que moi, dans mon projet sportif, c'est pas le projet sportif de Thomas Cardin tout seul, c'est le projet sportif de moi accompagné des gens qui m'entourent, c'est-à-dire mon épouse, mes enfants et aussi mes partenaires, mon coach, etc. Et c'est une aventure plus en commun qu'une aventure tout seul. Et si j'étais tout seul, finalement, ça fonctionnerait pas aussi bien. Donc forcément, il y a des contraintes en plus quand tu as une vie de famille, mais c'est aussi une grande force parce que voilà, je suis pas tout seul à courir et il y a une forme de responsabilité avec toutes les contraintes que je me mets tous les jours. Il y a une forme de responsabilité à faire les choses bien. C'est un métier où en fait tout le monde participe dans ma vie, tout le monde est impacté au niveau de notre vie familiale par mon métier. Donc voilà, j'ai la responsabilité aussi de bien le faire et de faire vivre les émotions aussi que je ressens à tous ceux qui m'entourent. Et ton retour, du coup, peut-être sur la partie émotionnelle de ce que tu as vécu sur la western, est-ce que tu as terminé la course avec un petit sentiment, avec un sentiment du devoir accompli, avec un sentiment de faudra forcément que je revienne, et c'est le plan de revenir et de faire vraiment peut-être mieux, voire gagner la course, avec un peu plus de recul aussi, comment tu vois ça? Non, non, pour moi, cette arrivée, c'est une arrivée qui est symbole de victoire parce que je pense que pour moi, je l'ai souvent répété, la victoire, tu l'as d'abord par rapport à toi plutôt que par rapport aux autres. Et je pense que beaucoup de gens qui écoutent le podcast ont dû vivre ça quand le jour de ta course, la course se passe très bien, tu as rempli tes objectifs du départ. Tu concrétises finalement toute une période d'entraînement, de petits sacrifices, d'organisation compliquée dans ta vie perso. Et tout ça vient se concrétiser le jour J par une belle performance. La place, finalement, le temps est subsidiaire par rapport au sentiment de fierté et d'accomplissement. Moi, il y a ça, j'étais sur mon petit nuage et je le suis encore, en fait, je profite encore de ce petit nuage. Euh, L'impression d'avoir gagné la course alors que je n'étais que quatrième parce que j'étais fier de moi finalement. Et maintenant, voilà, après, il y a très peu de regrets et surtout beaucoup de plutôt des regrets, plutôt plein d'idées pour la suite quoi, et le futur. Mais je veux revenir sur l'émotion de Vincent. Il est plus là, mais il ne pourra pas répondre. Mais il y a une super photo de Simon Duguay, je crois, où on se prend dans les bras avec Vincent. Et Vincent a un visage très expressif. Et cette photo, finalement, je vais juste marcher sur le pied. Ça va désacraliser ses émotions. Non, non, il avait beaucoup d'émotions. Mais j'ai réussi à lui marcher sur le pied. Je crois que ça lui a fait bien mal. Et je m'en excuse encore. Moi, j'ai une petite question un peu plus sur l'après-course. On a parlé du fait que ce soit, entre guillemets, une course de village, et c'est le cas un peu dans comment s'organiser. On en a parlé en off parce que je t'ai eu en débrief la semaine dernière, mais c'était comment, pendant la course, sur les ravitaux, tu m'as parlé notamment du fait que alors non seulement les premiers sont accueillis, mais je crois que tout le monde est bien accueilli. Et puis aussi la grosse fête qu'il y a, je crois, où tout le monde est convié après l'événement. Non, mais c'est quelque chose qui est pas
pas comparable à ce qu'on fait en France, en tout cas sur les gros événements, mais qui se retrouve un peu sur les courses au village, comme disait Vincent. Moi, j'ai déjà vécu ça à plein d'endroits, que ce soit autour de chez moi, partout en Savoie, sur les toutes petites courses qui sont organisées dans les villages. On retrouve cette atmosphère, mais là, il y a vraiment les bénévoles sont vraiment des grands passionnés de course à pied. Et c'est même dur d'être bénévole sur la course, tellement les gens sont attachés au rôle qu'ils ont de faire vivre une aventure aux coureurs, avec beaucoup d'attention qui est portée à chacun. Et à la fin, c'est vrai que l'ambiance est complètement différente. Mais juste un exemple, c'est Zach Miller qui, le lendemain de la course, a garé son camion à côté du stade à Auburn, entre les différents stands qu'il y avait, et donné des free ice cream à tous ceux qui voulaient. Il y avait une longue file d'attente devant son camion pour avoir une glace donnée par Zach. Et ça, en France, tu mets ça à Chamonix le jour du TMB, on dit ah, quel beau coup marketing de son sponsor, incroyable, quelle bonne idée, la com, etc. Non, là c'est pas du tout ça. Là c'est Zach personnellement qui, de façon très humaine et très simple, prend un petit moment de discussion avec tous ceux qui ont envie de parler avec lui, et puis offre une glace. Et finalement, je crois que juste cette image, c'est peut-être ce qui représente toute l'atmosphère de cette course. En fait, des gens qui font gratuitement, par amour du sport et des gens qui les entourent, qui donnent de leur temps et de leur énergie sans réfléchir plus loin que ça, quoi. Et c'est ça que j'ai ressenti moi en allant courir aux États-Unis. Là où en Europe, à part dans les courses au village, quand les organisations de courses deviennent professionnelles, finalement, on perd ce côté humain, ce côté amour du sport et de l'aventure et du défi et voilà, et le service rendu aux autres. C'est plus tourné un peu plus commercial, quoi. Ouais. Voilà. Mais bon, il faut un tout pour faire ce monde. Donc, Est-ce que tu sais justement, je sais pas si vous l'avez évoqué, la course, c'est un organisateur professionnel dont c'est le métier, du coup, à la base, ça non, c'est une association à C'est une but non asso, ouais. lucratif. Donc voilà, il y a pas de profit fait par la course. C'est une association. Je crois qu'il y a un seul salarié dans l'association. Donc tu vois, c'est vraiment un tout petit truc qui est même pas comparable aux petites entreprises qui font quelques courses en France, quoi, où il y a déjà plusieurs salariés. Pour mettre un peu de contexte, c'est sûr que c'est génial. Moi, j'adore cette ambiance. Après, on fait tous un peu partie de cet écosystème du trail et ça a aussi des avantages d'avoir des grosses organisations. On va pas se mentir, hein, si aujourd'hui tu as en partie les conditions d'entraînement que tu as, c'est aussi parce que le sport est devenu plus populaire avec plus de pratiquants. De Mais visibilité, c'est ouais. vrai que pour avoir vécu ça, moi je le vois, on a parlé du trail des passerelles au début. La semaine dernière, il y a l'une des courses passe dans le village où j'ai grandi et t'as des gens, ils viennent là, ils font pas de course à pied de l'année, ils donnent 3, 4, 5 heures de leur temps. Plus tôt dans l'année, on avait organisé une course sur un peu les mêmes sentiers. Et je sais que mon cousin il a passé, je sais pas, des dizaines d'heures à débroussailler, à faire des trucs. Et c'est vrai que c'est important aussi qu'on n'oublie pas que toutes les organisations, aussi grandes soient-elles, elles reposent sur ces gens qui donnent de leur temps Ouais. gratuitement. Il n'y a pas une organisation d'événements de ce type qui tient sans les bénévoles, en fait. L'UTMB, les premiers, c'est une énorme course. Si demain, tous les gens qui viennent de donner de leur temps gratuitement disent bah voilà, c'est tant la journée, bah personne peut organiser Ouais. des courses. Et ça, je pense que c'est important aussi. On n'en parle pas assez, mais de même quand on est pratiquant, alors c'est toujours dur hein, quand on est pratiquant élite ou autre, mais d'essayer de donner notre temps une fois dans l'année, d'aller sur sur un petit événement, aller faire signaleur, ce genre de choses, parce que c'est ce qui permet aussi au sport de perdurer, quoi. Ouais. Et puis, il y a une différence notable que Vincent avait dit tout à l'heure, mais voilà, sur la Western, il y avait que 350 participants. Moi, au trail de Montagnol, juste derrière chez moi, qui est une mini-organisation dont personne n'a entendu parler à part au tout de Chambéry, il y a déjà 600 participants. Et du coup, en termes de logistique, c'est vrai que forcément, en France, les courses, on regroupe souvent plusieurs centaines ou voire plusieurs milliers de participants. Et dans ces cas-là, une organisation bénévole avec un seul salarié, ça suffit pas à encadrer un événement de ce genre-là. Donc voilà, on est dans deux façons de voir le sport complètement différentes et il faut prendre ce qui est bon de chaque côté. Mais en tout cas, moi, ça a été une vraie bouffée d'oxygène d'aller là-bas, de voir qu'on pouvait faire un peu différemment, sans se prendre la tête et quand même avoir un milieu extrêmement compétitif. Voilà, c'était assez intéressant ça fait réfléchir en tout cas. L'année prochaine, on veut une CCC à 200 participants. Peut-être le futur du trail. Est-ce que tu es déjà projeté sur
sur l'année prochaine ou là vraiment tu te dis focus sur la CCC, je vais essayer de tout faire pour faire une grosse performance et la Western, ça, je tourne la page tranquillement et je m'y remettrai début d'année prochaine. Non, j'ai déjà pas mal réfléchi à la Western de l'année prochaine parce que en fait j'avais beaucoup collaboré avec KitRun pour faire des produits. Du coup, il y a déjà tous les retours produits qu'on a développés ensemble pour voir comment ils se sont comportés en conditions réelles et essayer d'optimiser pour l'année prochaine. Donc on a déjà lancé une discussion sur les produits pour dans un an. Et quand même, j'aborde la CCC avec des ambitions un peu différentes. Tout le monde a dû comprendre, mais je suis allé à la Western pour apprendre. J'ai été dans le mode de gestion pendant très longtemps. Je suis pas allé vraiment au bout de ce que je suis capable de faire et de la compétition. Là, voilà, je vais aller à la CCC. J'espère que la prépa va bien se passer. Mais à la CCC, il sera pas question d'apprendre, il sera question de gagner. Et donc, la course va se passer différemment. En plus, maintenant, j'ai un peu d'expérience sur les formats autour de 10 heures. Donc voilà, il y a plus de confiance. Et puis avec ce que j'ai réussi à faire à la Western, la confiance est vraiment, vraiment montée très haut parce que voilà, j'ai été très surpris de mes capacités. Je me suis moi-même surpris. Et ben, en tout cas, on a hâte d'y être. C'est dans un peu moins c'est dans 5 semaines, je pense, à peu près. 4 semaines, je crois. Ouais, 5, je pense quand même. 6. Ouais. 5-6 semaines. Ouais, Ouais, entre 5 et 6, on va dire. Ça te laisse le temps de bien te reposer, de préparer correctement. En tout cas, on sera au bord des sentiers présents sur la semaine de l'UTMB pour suivre ça. Thomas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est toujours un plaisir de t'accueillir dans le podcast. Et ben, à bientôt, bonne prépa, et puis on se donne rendez-vous fin août à Chamonix. Merci Ciao. Thomas, et on est à 46 jours, puisque je suis dans un calendrier d'un athlète qui fera aussi la CCC, 46 jours avant la CCC. On est un peu plus de 6 semaines. On te souhaite une belle prépa, et puis on espère te voir à l'avant du peloton sur la CCC. On sera avec Alex au bord du sentier, et puis Mathieu, lui, sera dans la course, et j'espère qu'il sera pas trop loin de toi. Oui. Ça sera sûrement bon signe. Oui, j'espère qu'il sera là en forme. J'ai bien donné sur le vélo cette semaine, j'ai l'impression, donc c'est bien, ça fait une base de prépa. Allez, salut Tom. Merci Thomas, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode un petit peu spécial jusqu'au bout avec nos deux invités d'exception, Thomas Cardin et Vincent Bouillard, notre présentateur favori Alexandre Viol, ainsi que notre intervenant coach bien aimé Nicolas Martin. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant autour de vous ou en laissant un avis sur votre plateforme. Et on se retrouve très vite pour un épisode classique. Ciao ciao.